Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour évoquer l'organisation de la maintenance et ses relations avec la santé et la sécurité. Et je vous propose de débuter en vous donnant quelques éléments de contexte relatifs à l'organisation de la maintenance et quelques éléments relatifs à ses enjeux pour la prévention des risques professionnels. Dans un premier temps, je rappellerai quelques définitions et je vous présenterai donc quelques éléments de contexte. J'évoquerai ensuite la sinistralité liée aux activités de maintenance et la multiplicité des facteurs de risque qui expliquent cette sinistralité. J'évoquerai enfin dans un troisième temps les organisations de la maintenance complexes d'aujourd'hui, les phénomènes de désorganisation que cette organisation peut engendrer et les risques qui peuvent en résulter. Alors d'abord, quelques définitions. La maintenance constitue l'ensemble des activités techniques, administratives et de management qui visent à maintenir ou rétablir un bien, un équipement, une installation, une machine dans un état qui lui permet d'accomplir sa fonction. Et on distingue classiquement trois grands types de maintenance. La maintenance corrective, c'est-à-dire celle qui va être réalisée après une panne, une défaillance, un dysfonctionnement, un défaut, et qui vise à rétablir l'état de disponibilité de l'équipement. On distingue classiquement deux cas, le dépannage et la réparation, selon que la solution apportée à la panne ou au défaut est une solution provisoire ou une solution définitive. Le deuxième type de maintenance est la maintenance préventive. Elle vise pour sa part à réduire la probabilité de l'état de dégradation ou de défaillance du bien. Donc elle est menée en amont. Et on distingue différents types de maintenance préventive en fonction de l'élément déclencheur de ces activités de maintenance préventive. Donc ça peut être une périodicité, par exemple on va inspecter les équipements tous les mois, ça peut être l'état de l'équipement, par exemple on constate une usure de l'équipement, et puis ça peut être également une prévision du moment d'occurrence d'un défaut, une prévision d'une dégradation de l'équipement. Le troisième type de maintenance est ce qu'on pourrait appeler la maintenance à échelle majeure, parce que ce sont généralement des opérations de très grande ampleur qui sont menées lors d'arrêts programmés de longue durée des équipements. Cette maintenance-là, elle vise des fonctions nouvelles ou supplémentaires des équipements ou des installations, ou bien les mêmes fonctions dans de meilleures conditions. C'est par exemple le cas de la maintenance améliorative. On va faire des améliorations sur l'équipement qui permettront par exemple d'augmenter les capacités de production de cet équipement-là. Alors, quelques éléments de contexte. D'abord, on peut dire que la maintenance est une fonction essentielle des entreprises. C'est une fonction transversale. On la trouve dans toutes les entreprises, quels que soient les secteurs d'activité. Elle est également essentielle parce qu'elle contribue à la compétitivité des entreprises. Elle détermine en effet la disponibilité des équipements et donc la continuité et la qualité de la production ou du service. Elle est également essentielle parce qu'elle participe à la sûreté des systèmes industriels, mais aussi à la santé et la sécurité des salariés, en prévenant ou en corrigeant des modes de fonctionnement non optimaux des équipements ou des installations qui pourraient fragiliser cette sûreté ou cette sécurité. Elle participe également à la sobriété matérielle puisqu'elle permet que les actifs physiques des entreprises, c'est-à-dire les équipements, les machines, les installations, durent plus longtemps. Et enfin, je voudrais souligner qu'elle reste quelquefois vécue comme un centre de coût ou comme contraignante, parce qu'elle nécessite souvent des arrêts des équipements pour être menés, et donc un arrêt de la production et de la productivité. Pour ce qui est de la population de maintenance, c'est une population qui reste encore aujourd'hui difficile à estimer. Les personnels de maintenance recouvrent en effet des métiers très variés, mécaniciens, électriciens, etc.
On peut néanmoins estimer, selon l'enquête emploi de l'INSEE, que ce sont 874 000 salariés de maintenance en France métropolitaine. Et puis je voudrais enfin souligner que ce sont des métiers où les tensions sur le marché du travail sont très fortes, une des raisons étant les conditions de travail contraignantes auxquelles sont exposés ces salariés. Quelques éléments sur la sinistralité liée à ces activités et dans un premier temps sur les accidents du travail liés à la maintenance. Selon l'Agence européenne de santé et de sécurité au travail, ce sont 15 à 20% de l'ensemble des accidents du travail et 10 à 15% des accidents mortels qui sont liés à la maintenance. Et des travaux de l'INRS menés il y a quelques années montraient les mêmes tendances sur les accidents mortels. On soulignera également que c'est la maintenance corrective qui est particulièrement accidentogène, et notamment les dépannages, c'est-à-dire faits en urgence et apportant une solution provisoire. La maintenance corrective est particulièrement accidentogène aussi parce qu'elle est souvent menée sous de très fortes contraintes temporelles. Ces accidents ont lieu pendant la réalisation de l'intervention, mais pas seulement. Ils peuvent avoir lieu pendant les phases préparatoires de l'intervention de maintenance et pendant les phases consécutives. Je pense par exemple aux essais des équipements après intervention ou encore au déplacement des personnels. Plusieurs travaux soulèvent également le point suivant, une suraccidentabilité des personnels de maintenance en comparaison de leurs collègues de production, à la fois en termes de fréquence et de gravité, dès lors que les effectifs des uns et des autres sont pris en compte. Parce qu'évidemment, les effectifs de maintenance dans une entreprise n'ont rien à voir avec les effectifs de production. Enfin, on soulignera des accidents du travail, mais aussi des accidents majeurs qui peuvent être liés à des manquements dans la maintenance, c'est-à-dire un défaut de maintenance, une maintenance qui a été faite tardivement ou une maintenance inadéquate. Et je vous rappellerai malheureusement l'accident de Brétigny-sur-Orge qui a fait 39 victimes, dont 7 morts, et qui était lié à un défaut de maintenance. Ce que l'on peut dire également, c'est que les expositions professionnelles de cette population sont multiples. Ils peuvent, par exemple, être exposés à des produits chimiques cancérogènes. Je pense par exemple au gaz d'échappement diesel pour les garagistes, à l'amiante, à certains solvants. Ils sont aussi exposés à des contraintes physiques et d'ambiance. Par exemple, ils peuvent être amenés à travailler à l'extérieur, exposés aux intempéries. Ils sont souvent en position accroupie, à genoux. Ils sont amenés à conduire des véhicules professionnels sur la voie publique. En termes d'environnement psychosocial, leurs exigences psychologiques sont également fortes, et notamment en termes de morcellement de leurs activités et d'imprévisibilité de ces activités. Mais heureusement, ils disposent d'une autonomie importante et d'un soutien social fort de leurs collègues, ce qui fait que leur environnement psychosocial est plutôt favorable si on le compare à celui des personnels de production. Et puis enfin, ils sont soumis à des contraintes organisationnelles. Ils travaillent souvent avec des astreintes. Leurs interruptions de tâches pour une autre imprévue sont fréquentes. Leurs contraintes temporelles peuvent être importantes. Cette sinistralité s'explique par des facteurs de risque multiples. D'abord, des risques liés aux équipements à maintenir. Puisque ce qui fait la spécificité du travail de maintenance, c'est qu'on va intervenir manuellement, directement, sur les équipements, les installations des machines qui peuvent présenter des dangers. Je pense par exemple aux risques liés aux énergies, mais aussi à la présence d'éléments mobiles ou encore à la faible maintenabilité de ces équipements, installations ou machines. Un autre type de facteur de risque relève de l'environnement de l'intervention. Par exemple, l'ambiance physique de travail. Ils sont amenés à intervenir dans des environnements bruyants, dont la luminosité peut être faible. Donc voilà. Et puis, ils peuvent également intervenir dans des espaces confinés.
Ou alors, ils se trouvent à proximité d'un équipement, mais ils ont très peu de place. Leur espace de travail est particulièrement contraint, ce qui va occasionner des postures contraignantes. Autre facteur de risque relève des activités de maintenance. Ce qui caractérise la maintenance, c'est qu'ils n'ont pas de poste fixe de travail. En fait, ils ont une multitude de postes de travail qui sont les équipements ou les installations sur lesquels ils vont devoir intervenir. Ce qui caractérise également ces activités, c'est une forte incertitude et des aléas très fréquents, mais aussi des manutentions manuelles, quelquefois de charges très lourdes. Un autre type de facteur de risque relève de l'organisation de la maintenance interne. Je pense par exemple à la planification, quelquefois très serrée, des interventions de maintenance, à leur gestion des autorisations de travail, préparation des interventions de maintenance quelquefois insuffisantes. Je pense également à la politique de maintenance de l'entreprise, selon qu'elle choisit de s'en centrer plutôt sur le correctif ou plutôt sur le préventif, ou encore aux moyens de travail qui sont alloués à ces personnels, comme les outils, les pièces de rechange, les moyens d'accès qui restent souvent insuffisants. Et puis, il y a un facteur de risque qui dépasse l'entreprise, qui va au-delà de l'entreprise, puisque la maintenance est une des fonctions qui est la plus contractualisée ou sous-traitée. Et là, des risques peuvent être liés à la méconnaissance par les personnels de maintenance de leur lieu d'intervention. Des risques peuvent être liés aux interférences entre leurs activités et celles de l'entreprise exploitante, ou encore à la concomitance d'une multitude d'interventions. Les organisations de la maintenance d'aujourd'hui sont en effet particulièrement complexes. Les tâches de maintenance sont évidemment prises en charge par le service de maintenance interne à l'entreprise qui exploite les équipements de travail, mais elles sont également prises en charge, ces tâches de maintenance, par les personnels de production, parce qu'il est très fréquent que les entreprises demandent au personnel de production d'assurer ce qu'on appelle la maintenance de premier niveau, par exemple des réglages simples des équipements. Et puis ce sont également de nombreuses entreprises contractantes qui vont participer à la maintenance des équipements de travail de l'entreprise exploitante. Ces entreprises sont souvent nombreuses et peuvent elles-mêmes contractualiser tout ou partie de leur contrat à des entreprises sous-traitantes et ainsi de suite. Ces organisations se caractérisent par conséquent par un réseau complexe d'entreprises avec une multitude de parties prenantes. Et ces réseaux sont de surcroît évolutifs en fonction de la conclusion des contrats de maintenance qui vont être passés avec les entreprises spécialisées en maintenance, les constructeurs ou les loueurs des équipements. On observe par conséquent une fragmentation du management des tâches de maintenance, puisque ce sont à la fois le responsable de maintenance interne, mais aussi le responsable de production et les responsables des différentes entreprises contractantes qui vont le prendre en charge. On observe de ce fait une distribution, voire un éclatement des tâches de maintenance sur de très nombreux intervenants et une réalisation des interventions en des lieux et des temps multiples. Il peut résulter de ces organisations complexes en réseau des phénomènes de désorganisation. Par exemple, des faiblesses dans la coordination des décisions ou des faiblesses dans la coordination des tâches des uns et des autres. Des répartitions des tâches complexes entre les différentes parties prenantes ou ambiguës, ou encore modifiées au dernier moment sans qu'il n'y ait eu de réévaluation des risques ou des mesures de prévention. Il peut être également difficile pour les personnels de maintenance interne à effectuer un suivi de l'avancement réel de l'ensemble des interventions qui sont menées par les différentes entreprises contractantes et de la coordination de ces interventions. Autre exemple, ce sont les défauts d'information ou les incompréhensions dans la communication. Et tout cela peut conduire à ce que la gestion de la santé et de la sécurité soit fragilisée. Je
Je vous propose de vous donner quelques exemples de phénomènes de désorganisation et des risques qu'ils ont engendrés, exemples qui sont issus d'observations que nous avons pu faire en situation. Premier type d'exemple, c'est les risques liés à la coactivité. C'est le cas, par exemple, d'un arrêt de production qui va être utilisé à la fois par la production pour faire de la maintenance de premier niveau, mais il va être utilisé en même temps par les personnels de maintenance interne pour mener une intervention corrective puisque l'équipement est arrêté. Dans ce cas-là, les activités des uns et des autres sont différentes. Elles n'ont pas de lien fonctionnel, mais elles ont lieu au même moment dans la même zone de travail. Par conséquent, les activités des uns peuvent perturber celles des autres ou présenter des risques pour celles de l'autre. Le deuxième exemple a trait aux risques liés aux ambiguïtés dans la répartition des tâches. C'est par exemple le cas d'une intervention menée par une entreprise contactante, appelons-la A, qui nécessite préalablement du démontage pour être menée. Sauf que ces activités de démontage n'ont pas fait l'objet d'échanges entre cette entreprise exploitante, entre l'entreprise contactante, et l'entreprise exploitante. Il en résulte que l'entreprise contractante A va finalement réaliser ses activités de démontage de façon non prévue, avec une absence de réévaluation des risques et sans les outils nécessaires. Donc cette situation présente des risques pour cette entreprise contractante. Elle contribue également à augmenter la durée de l'intervention et la durée des expositions professionnelles de ses salariés. Le troisième exemple concerne les risques liés à la succession des activités. C'est le cas, par exemple, d'une première intervention qui va être menée sur un équipement par une entreprise contractante B. Et puis, 3 mois après, une autre entreprise contractante C va intervenir sur le même équipement. Sauf que l'équipement a été modifié par B et C n'en a pas été informé, ce qui peut la mettre en situation dangereuse. En conclusion, je voudrais rappeler l'importante sinistralité liée aux activités de maintenance. Je voudrais aussi souligner un point qui me paraît vraiment très important, c'est une certaine invisibilité de ces activités, de ces personnels. D'abord parce qu'ils sont très mobiles. Souvent, les personnels de maintenance, on ne sait pas où ils sont. Ensuite, parce qu'ils n'ont pas de poste de travail. Et enfin, on l'a vu, cette difficulté à les identifier dans les enquêtes témoigne d'une certaine invisibilité de ces personnels et de ces activités. Souvent, ils sont mis en lumière lorsqu'il y a une panne ou un dysfonctionnement, mais on oublie que si les équipements et les installations fonctionnent, c'est parce que des activités de maintenance ont été menées. Ces activités, vous l'avez vu, sont pourtant essentielles à la production et au service. Et puis, je voudrais rappeler les organisations complexes de la maintenance d'aujourd'hui et les phénomènes de désorganisation que cela peut engendrer. Ils peuvent conduire à des risques de coactivité liés à la concomitance ou à la succession des interventions, liés aux interférences entre les activités de l'entreprise exploitante et les activités de l'entreprise contractante. Ces organisations nécessitent par conséquent des phases de coopération, de coordination, d'échange d'informations entre les différentes parties prenantes, pour le bon fonctionnement des installations et des équipements, bien sûr, mais aussi pour la santé et la sécurité des différents personnels. Et ces phases de coopération, de coordination et d'échange, elles sont importantes non seulement en amont des interventions, mais aussi tout au long de leur réalisation, ainsi qu'à les récits. Et c'est ce que vont vous montrer les différentes présentations qui vont avoir lieu aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Corinne Grusenmeyer.
panorama très complet déjà. Est-ce que vous acceptez de rester un peu avec nous déjà? On a peut-être quelques questions. Moi, je suis le chat en direct, hein, vous le savez. Donc j'ai déjà quelques personnes qui se sont manifestées. S'il y a des personnes dans la salle qui souhaitent vous interpeller, c'est le moment aussi. Mettons-nous à la place d'un préventeur. Comment est-ce que je peux appréhender, identifier finalement l'organisation assez complexe, hein, vous l'avez dit, de la maintenance dans une entreprise que je suis, que j'accompagne? Alors, je vous avoue que c'est une réponse compliquée parce qu'en fait, J'imagine, il est difficile d'identifier ces organisations. Pour l'avoir fait en entreprise, je me suis rendu compte, par exemple, que le responsable de maintenance n'avait pas forcément une visibilité de l'ensemble des entreprises contractantes qui pouvaient intervenir. D'abord parce que, quelquefois, c'est le responsable de production qui va faire appel à une entreprise contractante pour des raisons de spécialité. Quelquefois, c'est aussi le responsable des achats qui va gérer. Et donc, je me suis rendu compte que chacun des responsables ou des responsables de secteur de maintenance avait une petite partie de l'information, mais pas l'ensemble. Et donc, c'est difficile de reconstituer ces réseaux. Et pour moi, c'est aussi important de souligner ce point-là, parce que ça peut avoir des impacts sur la santé et la sécurité. Parce que, évidemment, si on ne connaît pas tous les intervenants qui peuvent intervenir dans la même zone de travail ou sur les mêmes équipements, eh ben, on ne peut plus gérer un certain nombre de risques. Enjeu de communication. Voilà. Essentiellement. C'est ce que j'entends, en tout cas, de votre propos. N'hésitez pas, manifestez-vous si vous souhaitez interpeller notre invité. Est-ce qu'il existe des chiffres sur la sinistralité de la maintenance, un nombre, grosso modo, les types d'accidents aussi que vous rencontrez, dont vous avez connaissance? Alors les chiffres, je vous en ai donné quelques-uns tout à l'heure. Ce qui est vraiment flagrant, c'est que la maintenance corrective est de loin la plus accidentogène parce qu'elle est souvent réalisée sous forte pression temporelle et souvent non préparée. Voilà. Ce qui est important de noter aussi, quand je parle d'accidents liés à la maintenance, c'est que ça peut concerner un opérateur de production, soit parce que lui-même va prendre en charge des tâches de maintenance, soit parce qu'il va être amené à interagir avec un équipement qui n'a pas été suffisamment maintenu ou qui est en mauvais état. Et puis, il y a évidemment la question des interactions entre les personnels de maintenance et de production qui peuvent quelquefois être tendu dans la mesure où l'opérateur de production ne peut plus produire à ces contraintes de productivité auxquelles il faut qu'il réponde et où l'intervention de maintenance va nécessiter un arrêt des équipements. Sur les chiffres, vous avez donné quelques données en France. Est-ce qu'on peut se comparer à d'autres pays similaires en Europe? Vous avez des éléments? Au niveau des accidents mortels, en tout cas, on a les mêmes tendances qu'en Belgique. Voilà, il y avait eu tout un travail il y a quelques années justement sur ces données-là. Donc on a les mêmes tendances qu'en Europe, donc on retrouve les mêmes problématiques on peut mieux faire petit peu partout. On peut beaucoup mieux faire, oui. Pas de questions dans la salle. J'en ai une qui nous est posée par une personne qui nous suit. En tant que préventeur, comment est-ce que je peux identifier non, pas du tout, celle-là je l'ai posée. Est-ce que du point de vue de la prévention des risques professionnels, la maintenance interne, c'est mieux qu'une maintenance externe? Alors je dirais ça dépend. Co-traité. La maintenance interne, c'est très bien parce que ce sont des personnels qui suivent le vécu, si je peux dire comme ça, des équipements ou des installations. Donc ils ont l'historique, ils savent dans quelles conditions sont utilisés les équipements. Voilà, ils ont l'historique, tout ça. Maintenant, il y a au jour d'aujourd'hui et de plus en plus des interventions de maintenance qui nécessitent une telle technicité, de telles spécialités, que c'est très difficile de les avoir en interne et qu'il vaut mieux quelquefois contractualiser un personnel compétent qui a cette hyper spécialité pour répondre à la question de maintenance. Peut-être aussi, c'est intéressant parfois d'avoir ce regard extérieur, tout simplement. Alors oui, il y a le regard dans des habitudes extérieur. Alors la difficulté, c'est que eux, pour le coup, ils disposent, en tout cas quand ils interviennent ponctuellement, ils ont moins l'historique de l'équipement qui peut être quand même très important pour la réalisation de leur intervention.
Donc quand ça nécessite, sont des interventions qui nécessitent de très grandes technicités, c'est peut-être mieux d'avoir un spécialiste. Et c'est vrai que ça peut être difficile pour les entreprises en interne d'avoir des spécialités très très pointues en continu. En permanence, voilà. Maintenant, la maintenance interne, quand vous vivez au plus près des équipements au quotidien, c'est sûr que ça va faciliter votre connaissance de l'équipement, votre connaissance des risques, votre connaissance de l'environnement. C'est quoi une maintenance efficiente, sécure en termes de ratio, nombre de personnes dédiées par rapport à un parc machine? J'imagine que les secteurs sont très différents, oui, évidemment. Voilà. Mais est-ce qu'on a des éléments tangibles pour analyser ça? Non, je ne pourrais pas vous répondre. En fait, c'est très variable. C'est très variable déjà en fonction du type d'équipement, du parc machine, de l'ampleur de ce parc machine. Voilà, de l'usage qui est fait de ces équipements. Non, là, il n'y a pas de règle générale. Je dirais que la bonne réponse, c'est ça dépend. Ça dépend, et ça dépend secteur des par secteur, voilà, donc faire un travail très spécifique. C'est ça aussi qu'on peut dire, hein, tout simplement. On va vous remercier, Corinne Greuzenmayer, pour cette première séquence introductive. Merci.